La question est de savoir quel est le fondement, finalement, quel est le rôle plutôt que la commission d'éthique peut avoir vis-à-vis d'une institution hospitalière et de l'exercice de la médecine. Il y a le fameux arrêté qui a imposé l'existence des comités d'éthique en 1994 dans les hôpitaux belges, donne 3 missions, dont celle de la protection des patients lorsqu'ils sont dans un projet de recherche, et nous avons des avis à donner, et la loi d'ailleurs de 2004 sur l'expérimentation humaine donne un rôle très important et au comité d'éthique qui doit donner un avis favorable sans lequel les chercheurs ne peuvent pas entamer leur recherche. D'autre part, le comité est invité aussi à donner des avis généraux sur les problèmes d'éthique du fonctionnement de l'hôpital. Et troisièmement, il est amené aussi à donner des conseils, des avis particuliers dans des situations qui lui sont soumises par des équipes médicales ou soignantes ou par des membres du personnel de l'hôpital. Alors, le fondement, il y a un fondement bien entendu philosophique et éthique, philosophique, donc éthique, c'est moral si vous voulez, et juridique à la protection des patients, soit au niveau des soins, soit au niveau de l'informatisation notamment, ou de la protection des données médicales, et il y a aussi un fondement légal. Le fondement éthique, eh bien, il vient de vous être rappelé, si vous voulez, par Madame Berquin, c'est l'anthropologie ou la science de l'homme, le sens de l'homme que chacun de nous peut avoir, qui fait que, finalement, comme le disait un existentialiste français, Gabriel Marcel, je suis mon corps et je ne suis pas que mon corps. Ça, c'est vraiment la base de tout, c'est l'unité, si vous voulez, corps-âme, qui avait été bien distinguée par les Grecs et par les philosophes romains, mais c'est cette unité-là qui fait notre être profond. Or, le fait de toucher au corps de chacun d'entre nous, c'est une agression par rapport à notre être, puisque je suis mon corps. Mais je ne suis pas que mon corps, et Mme Berquin a bien montré les aspects, il n'y a pas non plus que la rationalité, mais il y a tous les aspects affectifs et extérieurs aussi du développement de la personne et qui peuvent être retouchés à l'occasion des soins. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment à la base de la protection des patients, si vous voulez, tant sur le plan de la recherche que sur le plan notamment de la conservation et du traitement des données médicales personnelles. Alors, nous avons la chance, je dirais, en Belgique, d'avoir quand même une protection légale très poussée dans 3 aspects. Il y a d'abord le code pénal, si vous voulez, qui décrit de manière, depuis des années déjà, les obligations dans le domaine spécialement du secret professionnel, mais appliqué aux médecins et aux soignants. Il y a deuxièmement la loi sur la protection de la vie privée de 1992, qui a créé d'ailleurs la commission nationale de la vie privée pour lever certains consentements de patients dans certains cas. Et troisièmement, il y a évidemment la loi plus récente de 2002 sur les droits des patients qui donne en plus accès aux patients à ses données médicales, à son dossier médical. Alors, je ne vais pas développer ces lois, vous les connaissez, mais je pense qu'on a intérêt tout de même à s'y référer de manière de plus en plus consciente dans les hôpitaux et dans le management notamment des dossiers médicaux. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples pour lesquels, en particulier pour le dossier médical, pour l'informatisation du dossier médical, pour lesquels la commission d'éthique biomédicale hospitalo-facultaire a été consultée par la direction médicale de Saint-Luc. Et c'était notamment à propos de Abrumette. Je pense que c'est un système que vous connaissez qui veut s'implanter à Bruxelles, mais qui est déjà expérimenté ailleurs en Wallonie et qui est destiné à pouvoir s'appliquer à l'ensemble de la Belgique. C'est l'équivalent du réseau Santé Wallon. Oui, c'est ça, du Santé en Wallonie. Et alors, pour vous donner, donc le problème, c'est qu'au fond, c'est la balance à faire entre le souci d'efficacité et d'autre part, le respect, bien entendu, de la privacy, comme l'a dit encore le conférencier de ce matin, donc de la vie privée, si vous voulez, des patients. Et donc, je ne rentre pas dans tous les systèmes techniques que je ne connais d'ailleurs pas bien, mais dans les clés qui permettent de sélectionner l'accès à ces données médicales,
la lecture, l'écriture, qui peut mettre et quoi mettre. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un ensemble de systèmes de sécurité d'accès pour lequel, évidemment, et sur lequel la commission d'éthique a attiré l'attention de la direction, qui en était tout à fait consciente. C'est pas ça le problème, mais de bien veiller à ce qu'elle soit respectée tout au long des processus. Et là, on assiste alors à des questions plus pratiques, par exemple, l'inscription des patients. Normalement, pour pouvoir rentrer toutes les données du patient dans le réseau informatique du dossier médical, on devrait avoir un accord écrit du patient, d'après la loi sur la protection de la vie privée. Et bon, théoriquement, ça devrait être un accord écrit pour être tout à fait sûr d'avoir des preuves en cas de litige devant des tribunaux. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut présumer l'accord du patient? Et finalement, l'avis de la commission d'éthique était de dire, mais dans la mesure où il y a une généralisation, bien entendu, de la gestion numérique et informatique des données médicales, il faut maintenir toutes les règles plutôt de sécurité possibles, mais dans ce cas-là, concrètement, on peut garder la règle qui est de présumer l'accord quand un patient se présente pour une consultation, pour une opération, pour un examen, et on puisse rentrer évidemment ces données dans le système. Sinon, alors, on est dans un système, on devrait avoir un double système manuel, si vous voulez, et puis numérique d'autre part, ce qui est évidemment impossible. Avec simplement la réserve qu'il puisse faire opposition, quelqu'un pourrait faire opposition à ce que ces données rentrent dans un système, et cette opposition devrait pouvoir être notifiée, bien entendu, dans le dossier médical. Autre exemple, c'était la question de l'introduction de la liste de personnel, spécialement pour le personnel médical, et là il y a toutes les catégories, y compris les assistants, etc. Est-ce que c'est le directeur médical lui-même qui peut introduire toute la liste des médecins, ou bien est-ce qu'il faut demander et faire signer des documents à chaque personne, chaque médecin, donc qui est habilité à travailler dans l'hôpital, pour pouvoir indiquer son nom, etc., dans le système? Et là, nous avons alors... la commission a estimé que là, c'était de facto, comme les médecins qui viennent travailler ont un contrat avec l'hôpital, mais le directeur médical était tout à fait en droit de leur présenter, et on appelait ça, donc c'est le système opt-out, je pense, qui est adopté par ici. Je précise que la commission d'éthique a été consultée, elle donne des avis, mais bien entendu, l'institution comme telle prend ses propres responsabilités. Il reste alors une question. Quels sont les documents qui peuvent être publiés donc dans ces systèmes de dossiers médicaux informatisés? Mais c'est évidemment l'ensemble des rapports, d'où qu'ils viennent, que ce soit d'une consultation, d'une hospitalisation, d'un service médico-technique, etc. Mais là, il faut mettre alors un bémol sur deux cas bien particuliers. C'est d'une part les données personnelles du médecin. Donc vous savez que c'est celles que les données personnelles ne sont exclues par la loi sur les droits des patients. Le patient a droit à avoir accès à ces données, à son dossier médical, à l'exception des notes personnelles des médecins. Donc ça, c'est un problème technique, évidemment très difficile, qui a été résolu dans le temps, de manière non informatique au début, et puis maintenant, qui peut avoir des parties réservées ou des mémos, comme disait Mme Berquin tout à l'heure. Mais donc, celles-là, normalement, sont exclues de ces systèmes généraux. Et deuxièmement, alors, c'est les fameuses données sensibles. Et ça, c'est un très vieux problème. Quand nous avons ouvert Saint-Luc avec le professeur Axe, à ce moment-là, on a fait le déménagement de tous les dossiers médicaux de Louvain, de plusieurs hôpitaux de Louvain. Et donc, on a créé un dossier central, mais encore en papier à ce moment-là, qui était géré par ordinateur au début, mais enfin, on était très loin de la perfection qu'on a maintenant. Mais on avait de toute façon donné l'accès aux médecins traitant d'un patient à l'ensemble de ces dossiers, sauf le dossier de psychiatrie, le dossier génétique, le dossier de gynécologie obstétrique. Et ça, pour les raisons vraiment évidentes, je dirais, de protection de la vie privée des patients. Alors, il se pose des cas où les médecins, notamment, je pense, dans le service des urgences, quand une personne arrive, alors, elle peut avoir des problèmes qui seraient liés à un de ces dossiers. Et donc, on devrait pouvoir alors prévoir dans un système comme ça, c'était ce que nous préconisions, dans l'avis que nous avons remis, c'était de dire, là, on devrait pouvoir avoir autorisé le service des urgences à avoir l'accès même des dossiers protégés,
pendant, par exemple, 8 ou 15 jours, le temps que les soins aient pu être donnés, que le malade soit suivi et rapporté vers d'autres spécialités à partir des urgences. Enfin ça, c'était l'avis simplement que l'on donnait. Mais donc, vous voyez, je pense que là, il faut être vraiment très très vigilant et je pense que donc sur le plan de l'utilisation de l'informatique, étant donné l'incidence vraiment personnelle, si vous voulez, donc sur le sida aussi, toutes ces questions vraiment existentielles mais fondamentales des personnes. Il y a deux petits points à titre d'exemple encore que je voudrais citer, c'est le contrôle de la qualité de l'information. Donc qu'est-ce qu'on rentre dedans? Mais il faut voir le contrôle de la qualité de l'information et c'est pas comme, justement, je pense que là, il y a une distinction entre les dossiers professionnels et les dossiers sociaux, hein, et les réseaux sociaux, parce que là, on peut demander l'avis des gens, etc. Ici, ce n'est pas ça, mais vous pouvez avoir, évidemment, des personnes qui entrent des données fausses aussi. Donc là, il y a tout un problème de vérification de cette qualité, mais qui doit se faire alors par le biais des organisations professionnelles, de médecins ou d'infirmières ou d'autres personnes qui peuvent mettre des informations. Et un dernier point que M. Malotto m'avait cité, il m'a dit, je pense que nous allons, il était convaincu qu'on allait prochainement vers la prescription médicale informatisée, et donc dans une relation triangulaire patient-médecin, médecin généraliste, médecin spécialiste hospitalier et pharmacien. Alors il dit là, ce n'est pas encore en route maintenant, je ne sais pas si c'est déjà en test ou pas, mais en tout cas il en a entendu parler dans plusieurs réunions médicales ou même à l'académie sur ce sujet-là, et il dit on ne va pas pouvoir faire, et personne n'a intérêt à faire obstacle à cette informatisation de la prescription médicale, mais à condition bien entendu que là, une série de sécurité supplémentaire et appropriée puisse être prise. Voilà, ma conclusion, c'est vigilance à l'humain vis-à-vis de ces techniques magnifiques qu'on a entendues aujourd'hui. Merci. Voilà. Est-ce qu'à ce stade-ci, il y a des gens qui veulent partager avec tout le monde? Encore? Oui, là, je vois. Je vais vous apporter le micro. Non, il faut le micro pour le podcasting, pardon, voilà. Merci pour les exposés. Par rapport à l'exposé de Mme Belkin, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut proposer l'informatisation et personnalisation des soins. Je pense au contraire, l'informatique va permettre une meilleure personnalisation des soins. Je m'explique. Vous évoquiez ICD-9. À un moment donné, ICD-9 a été conçu comme une abstraction administrative d'une réalité médicale qui était plus complexe parce qu'il fallait que ce soit accessible à l'esprit humain au niveau administratif. Je pense que l'informatique permettrait, dans un monde idéal, justement de décrire des patterns beaucoup plus complexes des patients et d'intégrer des dimensions que vous décriviez. Donc, je pense que ça, c'est pas le problème de l'informatique, c'est une réalité sous-jacente administrative, mais justement l'informatique permettrait, si on voit d'un point de vue positif, de mieux personnaliser non seulement le financement, mais aussi la médecine en tant que telle par rapport à ce que vous évoquiez. Et par rapport à l'exposé de monsieur, ce que je voulais dire aussi par rapport à l'accès aux données, et vous évoquiez certains dossiers qui étaient réservés pour des raisons évidentes de protection de la vie privée. Je pense que là aussi l'informatique est une valeur ajoutée, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité, parce que ça apporte aussi par exemple une meilleure granularité dans l'accès aux données qu'on peut proposer. Et un exemple tout à fait concret, vous évoquiez le sida. Eh bien, je pense que dans un dossier papier, soit on intervient tous les médecins ou la partie, tout ce qui est biologie clinique est réservé. Avec l'informatique, on peut dire que seules quelques analyses dans l'ensemble de ce qu'on peut faire en biologie clinique bénéficient d'un traitement et d'une granularité et d'un accès tout à fait réservé. Donc je pense que c'est comme dans toute technologie, il y a deux faces à la médaille. Il y a une part de risque, mais il y a aussi une part d'opportunité. Merci. Et je suis consciente que je réagis aussi en utilisateur lambda de l'informatique qui a découvert les B.A.B.A, qui a programmé en BASIC il y a déjà pas mal de temps, hein, et qui n'est que très peu au clair avec ce que l'informatique va permettre dans le futur. Hein. Je pense encore que je raisonne très fort en termes de cases à cocher. Je pense qu'il y a certainement beaucoup plus, ou il y aura certainement beaucoup plus dans le futur.
Oui, Pascal. J'aurais une double question pour Frédéric Tis et pour toi, Thomas. Monsieur Rosler a parlé tantôt de la liberté, en faisant bien la différence entre la liberté thérapeutique et la liberté administrative. On a parlé de la standardisation. Frédéric a aussi cité le dilemme, enfin l'opposition entre le colloque singulier auquel le médecin est formé et finalement le colloque partagé. Et donc, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, à la fois des aspects réglementaires, la vie privée, de nouveaux outils, mais aussi, je vais dire, la multimorbidité qui augmente et en même temps la volonté d'avoir des approches multidisciplinaires, comment est-ce que dans une institution comme Saint-Luc, une direction médicale peut faire en sorte que finalement cette évolution attendue entre colloque singulier et colloque partagé se mette facilement en place. Et pour, comme ça je vais passer le micro tout de suite après, et pour Thomas, par rapport à, toujours dans la même logique, par rapport à la réflexion que vous avez menée sur les médias sociaux, comment aujourd'hui envisagez-vous d'impliquer le corps médical dans ce que vous allez mettre en place comme politique en cette matière? Alors je vais commencer par répondre à la première partie de ta question. Donc pour moi il est clair que la réponse à la question posée, elle n'est pas liée à l'informatique. Elle est liée avant tout au processus préalable à toute informatisation ou tout partage de données par cette voie-là. Parce que évidemment on doit faire le constat que c'est un fait, on doit partager pour être multidisciplinaire, pour être efficace dans l'attente du patient, dans l'attente des différents collègues. J'ai la faiblesse de penser que les filières de soins, que les pôles de travail communs sur des activités particulières vont permettre de mettre les acteurs ensemble pour qu'ils définissent ensemble leur projet, la charpente, qui après pourrait éventuellement bénéficier des supports informatiques. Et il sera beaucoup plus simple parce qu'ils ont défini, lorsque nous aurons défini en tant que soignants, ce que nous voulons comme partage d'informations avec le patient, avec nos confrères, ce dont nous n'avons pas besoin pour ne pas non plus créer une usine à gaz. Et quelque part se dire le minimum que nous voulons partager est celui-là, il sera beaucoup plus simple après pour les collègues informaticiens ou pour les solutions extérieures de nous aider. Mais là évidemment il y a un gros travail de conversation à poser si je veux intégrer. Ça pourrait par exemple, ce type de travail être fait à travers un média social interne où les gens peuvent partager, peuvent discuter entre eux en disant tiens au quotidien j'ai telle ou telle difficulté, comment est-ce qu'on peut le résoudre, et quelque part permettre la complexité qui est acquise grâce à la multiparticipation de générer une espèce d'intelligence collective pour résoudre un problème. Pour moi, l'informatique vient après. C'est ce que j'essaie de dire dans ma conclusion, c'est que si le projet n'est pas bien ficelé, on va de toute façon alors s'enfermer dans des contraintes et on n'aura aucun support avec l'informatique. Mais je vais essayer Thomas de répondre. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Par rapport à la communication de l'information qui figure sur les médias sociaux, c'est un peu ça. On va clairement, par rapport à la évaluer les questions personnelles. C'est un peu déjà le problème qu'on a avec l'email maintenant. Quand on a un email générique sur le site internet où les gens peuvent s'adresser à l'hôpital, c'est incroyable pour arriver dans cet email. Ce sont des dossiers, les gens peuvent en savoir plus sur leur dossier personnel, déjà comme ça. Bon, ça risque d'aboutir sur Facebook aussi, ça on va directement l'évacuer. Les communications seront systématiquement collectives. Ce sont il n'y a rien d'individuel, enfin, je veux dire, par rapport à un dossier médical de quelqu'un, jamais. Ça on peut pas. Et c'est pour ça que j'avais une question pour M. Massion. J'ai l'impression qu'on doit parfois plus protéger le patient contre lui-même, finalement. Il n'est pas toujours bien conscient de cette protection qui est nécessaire et qu'on est parfois plus ayatollah que lui-même par rapport à sa propre protection. Ça c'est exact, c'est-à-dire que les limites du secret médical, c'est évidemment la volonté de la personne ou du patient de révéler lui-même ses problèmes ou ses secrets, donc vraiment son corps, pas business, mais l'intérieur de son être. Mais disons que là, je pense que le colloque singulier peut justement aider le patient, non seulement avec le médecin, mais en conversation avec l'autre personne des soignants aussi, pour lui rappeler aussi les limites de cette conversation ou de cette exposition exagérée par rapport à même à son être. Parce que ça, c'est plutôt une question d'éducation du patient. Il peut
sur l'informatisation aussi comme une plus grande facilité d'accès aux choses. Et j'ai dit, ben, vous l'avez, envoyez-moi ça par mail, donnez-moi le mail, donnez-moi le dossier, puisque vous l'avez. Enfin, c'est des choses comme ça. Oui, Frédéric. Si je peux ajouter à ce qu'a dit M. Massion, c'était mon troisième constat, et je voudrais rééclairer cette partie-là. Les sauts technologiques nous amènent à modifier notre relation avec le patient. Mais ces sauts technologiques aussi doivent pousser chacun des acteurs à vraiment se sentir responsable de l'appropriation de ces sauts technologiques. Le médecin qui utilise une nouvelle technologie, il doit circonscrire la responsabilité qu'il a d'utiliser cette technologie, mais le patient aussi. Et ce que l'on voit dans la vie professionnelle, ou ce que l'on dit ici, est exactement identique à ce qu'on essaie de faire passer comme message, tous je suppose, à nos adolescents qui utilisent les réseaux sociaux, en leur disant que c'est bien beau de partager telle ou telle photo d'une telle soirée ou d'une telle activité, je vais dire collective, mais ils ont la responsabilité lorsqu'ils mettent envoyer de ce qu'ils font. Et c'est très difficile parce que comme c'est du virtuel, c'est impalpable et que tout le monde le fait, cette responsabilisation-là, dont l'impact n'apparaît que plus tard, est très difficile à faire passer. Et pour les patients, c'est encore plus vrai. Parce que le patient qui est en souffrance, qui a une morbidité ressentie, il a besoin avant tout d'avoir une conversation ou un échange et il ne ressent pas le risque qui est derrière tout ça. Donc il y a là vraiment une éducation importante à faire. Et probablement les hôpitaux, la santé publique, on a la responsabilité de taper sur le clou et de dire régulièrement, de manière récurrente, attention, ces technologies vous donnent une responsabilité accrue. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, parce qu'on va vers un mieux ou vers un pire. Ben, je ne sais pas très bien. Quand on voit par rapport à cette approche actuelle où l'individu est quand même centrique, je veux dire, l'individu par rapport aux médias sociaux, il estime être en droit d'avoir un avis sur tout. Il arrive dans l'entreprise avec son outil informatique. L'individu est centralisé partout. Partout, on a des logins, mots de passe pour être reconnu sur un site internet. Partout, on veut donner l'info qui nous concerne juste que nous. Alors, comment est-ce qu'il va se positionner là-dedans quand on va lui dire non, il y a des choses qu'on ne fait pas. Non, on ne peut pas. Dans l'avenir, c'est une question que je pose, je vais la réponse. Dans une dizaine d'années, ça sera amplifié. Ou est-ce qu'il y aura une grande maturité par rapport à toute cette standardisation informatique? Moi, je pense que quand le patient vient consulter son médecin généraliste ou vient dans une institution, il accepte a priori un système de communication interne dans laquelle l'institution à la fois facilite la communication, comme on l'a dit, grâce à l'informatique de toutes ces données, mais en même temps veut observer justement, par protection personnelle et par protection de l'individu, un secret donc, par toutes les sécurités dont on a parlé. Et je pense que le fait que le patient se présente à l'hôpital, il doit en accepter donc, les règles de fonctionnement, en particulier sur le domaine de ces données. Et évidemment, on ne va pas à l'encontre de la loi sur le droit des patients qui lui a donné l'accès et la copie de son dossier médical, etc. Mais je veux dire, d'une manière générale, si vous voulez, je pense qu'il doit accepter les règles de fonctionnement de l'hôpital. Par rapport à ta question, je pense aussi que toute l'histoire de l'évolution, c'est pour ça que ça me plaisait de commencer cette matinée en parlant du MORS et puis du téléphone, c'est que chaque fois, évidemment, on a diabolisé ou on a espéré beaucoup de choses des sauts technologiques. Il est probable qu'il va y avoir à un moment donné des dérives avec des personnes ou des situations qui vont être très difficiles pour les personnes elles-mêmes par rapport à leur flux d'accès, et puis que très probablement l'évolution collective va faire qu'on va trouver une adaptation qui permettra de trouver le juste milieu, mais il y aura eu des victimes dans un sens comme dans l'autre. Et dans ce domaine-là, on est des apprenants en perpétuelle évolution et on apprend ensemble, puisque c'est un problème social et un problème partagé. Une question, une réaction, encore à base, peut-être? Alors moi j'ai une question pour Jacques, qui serait de te mettre dans le truc de manière un peu impromptue. Tu as montré l'exemple de ce médecin qui téléphonait au LPS en disant si mon patient ne fait pas, c'est votre faute. Et tu as dit, oui, ben, bon, c'est rien ou pas? Jusque quand pourra-t-on répondre au médecin? Voilà, c'est finalement toi qui as l'art du métier et moi l'informatique, je suis là qu'en support. À quel moment la standardisation aura pris le pas sur tout ça? Je fais une distinction entre les systèmes informatiques mis à disposition des soignants pour la matière administrative
et des systèmes informatiques utilisés par les soignants dans le cadre de leur activité de soignant. Donc, typiquement, en tout cas dans le cas de Saint-Luc, nous ne gérons pas, par exemple, les robots utilisés dans cette opération. J'ai un principe d'informaticien, je vais le traduire en français, ne faites jamais confiance à un ordinateur. Donc, pour moi, les systèmes utilisés par les soignants dans l'art de guérir doivent être des automates indépendants. Qu'ils soient ensuite connectés à l'informatique pour récupérer des données, c'est une chose. Mais le contrôle, aujourd'hui, à l'heure actuelle de la technologie, je ne pense pas que l'informatique soit dans un état, l'informatique générale, soit dans un état de stabilité suffisante, de sécurité suffisante, que pour permettre de contrôler ce genre de robot, par exemple. Ça va arriver peut-être, ou certainement, mais il faut connaître ses limites. Et donc, tous ces systèmes soignants, pour moi, sont des automates. C'est comme par exemple le laboratoire. Au laboratoire, les chaînes automatisées ont des ordinateurs, mais qui sont intégrés aux automates du laboratoire. Les résultats sont ensuite transmis à l'informatique centrale. Mais ce n'est pas l'informatique centrale qui contrôle l'automate. Donc c'est une vision complètement séparée. L'automatisation, les robots, l'automate de labo, etc. Le système de radiologie qui est un peu en circuit fermé et dont les résultats sont transmis ensuite. Mais donc, la question reste ouverte pour les robots et ces nouveaux matériels qu'on apporte dans les salles d'opération pour l'instant. Ou alors ce que je me montrais tout à l'heure, hein, où la main, on fait bouger des choses. Là, c'est encore différent. Ce que je me montrer, qui existe déjà aujourd'hui, c'est le fait d'accéder à un dossier médical, donc à une radio, par un chirurgien ou j'enseigne. Mais en attendant, c'est pas cet écran-là qui va piloter ses mains pour aller dans le corps du patient. Les robots qu'on utilise maintenant en salle, là, on pilote quelque chose qui va dans le corps du patient. Et donc, c'est vraiment là, franchement. C'est piloter la main du chirurgien. Là, je pense qu'il faut l'informatique générale pas encore assez bien. On est vraiment dans des systèmes complètement fermés, sécurisés, avec des niveaux de redondance. C'est vraiment la vie des patients en jeu. Si je vais me permettre, Thomas, de réagir aussi par rapport à ce système qu'a montré M. Andou sur la commande des mains. C'est cette technologie Kinect développée par Microsoft pour des consoles de jeux. Là où on peut être émerveillé et où on doit être émerveillé et où on doit se projeter, c'est dans l'utilisation justement en salle d'opération pour la stérilité haute. Mais on sait aussi que derrière ces technologies, évidemment, il y a une captation d'images. Et cette captation d'images-là, elle est quelque part. Et nous, en tant que soignants, ce qui est intéressant aussi, c'est de garder toujours en tête la vigilance, de dire, mais ces images, elles sont stockées où et que va-t-on en faire ? Et donc, à un moment donné, la complexité des questions éthiques ou des questions de vigilance, elle va être encore plus importante parce que ces logiciels ou ces façons de faire peuvent capter énormément de choses. Et donc, là, je crois qu'on aura besoin d'un dialogue constant avec les informaticiens, les vrais techniciens qui savent ce qu'il y a derrière, et nous, les naïfs, les utilisateurs, pour nous poser les bonnes questions, pour ne pas s'épuiser dans des questions qui seraient inutiles, mais aller directement, je veux dire, sur la balle des vrais débats éthiques qu'on aura dans l'avenir avec ce développement. Je crois que ce que tu viens de dire, pour moi, renforce aussi l'idée que tous ces projets informatiques, qu'on appelle des projets informatiques de dossier médical, etc., en fait, ce ne sont pas des projets informatiques. Ce sont des projets médicaux. Avant tout, l'informatique n'est là qu'en support. Mais il y a, et vous parliez tout à l'heure de la nécessité de s'impliquer, l'implémentation d'un dossier médical. Pour les informaticiens, c'est la partie facile, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a une implication nécessaire des soignants. Et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Il faut donc libérer des ressources, il faut payer ces ressources. Et donc, dans l'informatisation médicale, on a tendance à oublier que les gens limités peuvent s'impliquer aussi fortement. Question, réaction, oui. Dans la même logique de ce qui vient. Le micro pour le podcast. Merci. Dans la même logique de ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a un élément qu'on a un peu survolé rapidement ce matin, et qui est le fait que informatiser ne veut pas dire que l'on transfère ce qui se passait sur papier dans quelque chose qui se passe demain sur un ordinateur ou quoi. Informatiser, et en particulier les soins, avec les personnels soignants majoritairement peu habitués à travailler avec les ordinateurs, informatiser, ça veut dire changer de culture. Ça veut dire qu'on va changer son mode de
de travail, ça veut dire que l'on a changé son mode de relation, et ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter quelque chose en disant regardez, vous avez un nouvel outil, c'est merveilleux, maintenant tout le monde va pouvoir voir ce que vous avez fait. Ça veut dire que quand vous avez écrit quelque chose dedans, aujourd'hui, la paramédicale qui vient consulter votre dossier vous demandera bien qu'est-ce que c'est, qu'il y aura une conversation individuelle qui va se passer, on sait qu'il y a à peu près 80% des informations qui passent comme ça. De même, ce même paramédical va être dans son bureau et va consulter une note qui a été écrite par quelqu'un à destination de probablement de quelqu'un d'autre, pas de ce paramédical-là, peut-être de ses collègues, des infirmières, et on va introduire une toute autre dynamique de fonctionnement dans les institutions et dans les unités. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est particulièrement peu pris en compte lorsque l'on parle de l'informatisation des hôpitaux. Quelqu'un veut répondre? Je réponds très librement. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'importance des interactions informelles entre les équipes à propos d'un problème de patient ou à propos de choses plus générales. J'étais en train de me dire que plus il y aura d'ordinateurs, plus il faudra de machines à café pour que les gens continuent à se parler. Parce que c'est vrai que l'informatique fait que ce qu'on communique au niveau informatique, c'est toujours très bref et c'est très ciblé. Si j'envoie un mail à un collègue à propos d'un patient, c'est tac, tac, tac. Et il n'y a pas, tiens, j'espère que tu vas bien, comment ça s'est passé hier, telle ou telle chose, qui sont aussi importantes. Et notamment dans nos relations avec les patients et avec les patients que moi je rencontre en consultation à la douleur, qui sont souvent des situations extrêmement difficiles par rapport auxquelles on peut se sentir très impuissant. Toute la dimension de partage en équipe là-dessus, c'est aussi très important. Et pas seulement, bon, qu'est-ce qu'on va faire, mais j'en ai marre, je ne sais plus quoi faire, et que les autres soutiennent cela. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension de contact informel entre les gens qui soudent les équipes et qui permet d'avancer. Et moi, quelque part, si je rebondis sur ce que vous dites avec un regard positif, et si je tiens compte de ce que tu dis, il y a peut-être dans l'informatisation vraiment une réelle opportunité d'adapter nos pratiques pour libérer du temps pour l'informel. Et c'est ça qui est difficile, c'est que souvent on a été formaté pendant 5-10 ans à travailler avec le papier d'une telle façon et qu'on n'imagine pas le processus beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, et donc on a tendance parfois à créer des processus où on veut informatiser des processus qui sont alors vraiment emprisonnants. Mais le défi va être d'adapter nos pratiques tout en gardant du temps pour l'informel et en ne devant pas multiplier les machines à café, mais en passant moins de temps sur l'ordinateur pour qu'il soit juste là pour ce qu'il faut et rester un support et pour revenir sur le thème et pas une contrainte. C'est ça le grand défi. Et si je peux rajouter quelque chose, je pense que nous ne pensons pas non plus comme les générations qui nous suivent, et pour revenir à mes adolescentes aussi, elles, tout l'informel se fait sur les réseaux sociaux notamment, et donc ce qui est vrai pour nous aujourd'hui, pour nos équipes, sera peut-être très différent dans 10 ou 15 ans avec les soignants futurs. Ils trouveront ça peut-être très confortable, très cadré, très standardisé. Oui, mais je crois que nous, avec, je veux dire, la vision de l'ancien monde et puis du nouveau, tout en n'étant pas, pas dans l'ancien monde non plus, on peut quand même parfois avoir des points de vigilance et des points d'attention. Bon, tu parles des adolescents, je vais faire une petite incursion dans ma vie privée. J'assistais, j'ai 4 enfants, j'assistais au fait qu'un de mes grands ados était en train d'organiser quelque chose pour les scouts, et ça commençait à chauffer entre lui et les autres organisateurs, et je les voyais s'échanger sur Facebook, vraiment le ton montait. Et à un moment donné, j'ai dit écoute, maintenant ça suffit, tu prends ton téléphone et tu téléphones à cette jeune fille et tu vas régler ça en 2 secondes. Il m'a regardé et il a dit papa, on ne fait plus ça. Il a pris son téléphone, évidemment c'était réglé en 2 secondes, et je l'ai vu quand même se dire que nous, on avait peut-être, avec notre ancienne façon, parfois cette façon utile de régler certains conflits. Donc je pense qu'on a une vigilance et il doit y avoir une fertilisation croisée entre les acquis des anciennes pratiques et les sauts technologiques pour qu'on arrive finalement à trouver quelque chose qui est optimal. Quand on sait que même avoir un email, c'est ringard, et les scènes, c'est vraiment pour les vieux, il va falloir s'adapter à la vie. Sauf si quelqu'un a encore une réaction, je propose qu'on conclut ici. C'est pas très, qui ouvre pas mal de questions pour l'avenir. Alors moi je voudrais remercier Elisabeth Darras et Hélène Bourdet qui ont vraiment œuvré là pour que ça se passe bien aujourd'hui. Remercier Philippe Renz
et son équipe pour sa présence et pour le podcasting qu'il va nous offrir. Remercier tous les orateurs qui ont accepté de participer à ce débat et surtout vous remercier vous d'avoir été présents et on espère en tout cas que ça a répondu à vos attentes et puis bonne journée.